smell what the rock is cooking. Bienvenue dans ce 10e numéro d'Actionneur consacré à la star de cinéma la mieux payée de ces 20 dernières années, j'ai nommé Dwayne Johnson. Je suis David, et pour parler de l'ancien catcheur devenu acteur, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Manu. Salut. Steven. Salut, bonne année à tout le monde. Constance. Hello. Et Thibaut. Wesh, bonne année les gens. Ça fait plaisir d'être retour. Ouais, c'est clair. Alors avant de nous jeter de la troisième corde pour lancer ce podcast, je me dois de vous faire un petit préambule pour signaler que on change un tout petit peu la formule du podcast. En plus des longs épisodes rétrospectifs, on va faire des épisodes plus resserrés, normalement. J'ai quand même 10 pages de notes, donc ça va être chaud. Où on va s'intéresser à quelques films sur un thème donné. Donc là, aujourd'hui, ça sera sur The Rock. Le mois prochain, ça sera sans doute une histoire de coup de pied. Et donc là, on commence par The Rock, et évidemment, quitte à faire une nouvelle formule, quelqu'un déjà déroge à la règle, parce que Steven me tiger suplex mon thème en parlant d'un film où Dwayne Johnson apparaît combien de minutes ? Une petite dizaine. Il est content de lui en plus. Ok, générique. Rappelle-moi pourquoi je suis sur le toit de cette voiture. Je dirais que c'est l'accumulation de mauvais choix personnels. Dans la ville la plus coriace du monde, personne ne combat le crime comme ces flics. Vous avez appelé le 17 au secours, on est dans la merde. Et il y a les autres flics. T'arrêtes avec cette putain de chanson. Rendez-vous. On sait. Toutes ces courses-poursuites, toutes ces coucheries avec toutes les filles les plus sexy que compte cette ville. Si on y a eu droit, c'est grâce à votre travail avant tout. Sacré personnel. T'arrêtes un peu. Quoi? Appel général, tentative de suicide en cours. Y'a aucune chance que tu veuilles répondre à cet appel? Aucune chance. Qu'est-ce que tu fabriques? En route. On part en mission. Nous sommes tous conscients que vous êtes dans une mauvaise passe. Je vais vraiment le faire! Notre ami la mort semble être la seule qui puisse vous soulager. Wow! Il y a un autre gars qui veut sauter! Oh, regarde, il vole! Bon, la VF est pourrie. Et d'un autre côté, si vous regardez la bande-annonce, vous voyez toutes les scènes où apparaît The Rock. Exact, ça fait plaisir. Ouais, je pense que tu surestimes en disant 10 minutes en vrai. Ouais, c'est plutôt 2, 3. Non, il a 4-5 scènes. Ah, mais genre, il lâche une punchline et il s'en va de hors champ, quoi. Et il s'appelle comment le film en français? Very Bad Cops. Very Bad Cops. Ah, et c'est bizarre qu'il change un titre en anglais pour un autre titre en anglais. Ah là, on sent le mec qui vit à New York, il n'est pas au courant et tout. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est chelou. Moi, je suis décalé. Parce que moi, je l'ai toujours connu sous le titre The Other Guys. Et j'ai même appris que les Québécois... T'as trois noms pour le film au Québec, ça s'appelle Les Renforts. Ouais, Les Renforts, je trouve que c'est un bon titre. Ah ça, ouais, je sais pas. C'est ça a mieux plus que de sens. Very Bad Cop. Je suis pas sûr. Je sais pas. C'est mieux que Very Bad Cop, c'est sûr. Mais... Bah surtout qu'en plus, ils expliquent avec une incrustation qu'ils sont les autres gars. C'est-à-dire que toute la structure narrative est construite sur le fait que t'es Samuel L. Jackson et The Rock dans des rôles de super flics, et eux sont les autres gars, c'est-à-dire les flics qui sont nuls, quoi. Bah ouais. Mais bon, tout est une question de marketing, hein, pour avoir bossé un petit peu dans les coulisses de ce genre de choses. Pour le coup, c'était effectivement pour jouer sur le côté Very Bad Trip. Et puis, ce sont des mots qui sont très facilement compréhensibles pour les Français. Compréhensable, on dit compréhensable. Ok, pour les Français. Et forcément, c'est ce qu'ils ont choisi. Et je pense d'ailleurs que dans les bandes annonces et tout, ou dans les pubs pour DVD, s'il fallait prononcer le titre, on l'aurait prononcé vraiment à la française. Donc, Very Bad Cops. Et pas du tout avec un accent américain. On fera un podcast sur le Very Bad Cinematic Universe un jour. C'est carrément une super idée, quoi. Ah non, mais je suis là pour les idées. Je suis peut-être plus le champion, mais j'ai quand même les idées. Bah attends, tu peux te refaire, il y a un quiz. Ah, il y a un quiz. Nice. Il y a toujours un quiz. Bon, pourquoi on parle de ce film au juste là? Laissons parler Steven là. Je sais plus, mais on a couvert pas mal de choses. Donc, pourquoi j'ai choisi ce film où on fait une petite intro du film pour les gens qui connaissent pas. Bah ouais, vas-y. Bah lance-toi, ouais, l'intro quoi. Lance-toi comme Dwayne Johnson dans ce film.
Oui. Ah, j'ai hâte d'arriver à cette scène. Putain, c'est pour ça que je l'ai choisi en fait. on va y venir. Donc c'est l'histoire, ça se passe à New York. C'est l'histoire de Alan Gamble, joué par Will Ferrell, et Terry Yankee Clipper Hoyt, le personnage de Mark Wahlberg. C'est l'histoire de ces deux gars, deux losers dans ce precinct de New York. T'en as un, c'est un bureaucrate Alors, precinct, typique. ça veut dire district in French. Toi aussi, tu traduis des mots anglais par d'autres mots anglais. Ça aide vraiment. Donc, je continue. Donc, c'est deux losers qui vont se retrouver à essayer de faire leurs preuves tout le long du film. Bon, ça c'est dans les grandes lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a été réalisé par Adam McKay, le réalisateur de Anchorman 1 et 2, Talladega Night, Step Brothers, The Big Short et Vice, qui a remporté des prix au dernier Golden Globes d'ailleurs. Alors, Anchorman, ça s'appelle en français présentateur vedette, deux petits points. Légende. La légende de Ron Burgundy. C'est pas vrai. Si. Ok. En français ou en québécois? En français. En français. Ah ouais? Ouais. Oh, j'ai toujours appelé ça Anchorman, donc. Ouais, mais t'es un hipster, Manu. Ah, faut que je fasse mes recherches sur wikipedia.france, moi, en fait. Non. Et donc, Talladega Night, c'est... Alors, Talladega, c'est Ricky Bobby, roi du circuit. Sérieusement, quoi. Ok. Step Brothers? Mince. Demi-frère? Non, attends. Ah, c'est le seul que j'ai pu. Frangin Magrieux. Frangin Magrieux. Very bad frangin. Il y a des quiz qui s'improvisent tout seuls, c'est magnifique. C'est clair. Bon, ils ont changé le dernier, Vice? Vice. C'est un très haut niveau dans ce podcast. Ouais, j'adore. Bon, en tout cas, il y a des gros noms dans ce film. Il y a Will Ferrell, il y a Mark Wahlberg. Will Ferrell, Mark Wahlberg. Il y a Michael Keaton. Génial dans ce film. Depuis Birdman. Ben non, Birdman, c'était après. Ouais. Super performance de Michael Keaton. T'as Steve Coogan, le comédien britannique qui nous a donné Alan Partridge. Je sais pas si c'est connu ça en France. Non. Série britannique, Alan Partridge. Non, je connais. Mais... Super drôle. Et la voix off qui est faite par Ice-T. Alors juste pour ça, chef-d'œuvre. Et évidemment, t'as Samuel L. Jackson et Dwayne The Rock Johnson qui jouent ces deux super flics que rien n'arrête. Ils coûtent une fortune à la ville de New York à chaque course-poursuite qu'ils font pour un vol de petits pains. C'est une horreur, mais ils sont considérés comme les super-héros de leur station. Et tout le monde veut prendre leur place. Et alors, comme ça se passe super bien, 10 minutes Attention spoiler. après le début du film qui est rempli de phrases cultes, t'as Samuel L. Jackson et Dwayne Johnson qui sont à la poursuite de voleurs de quelque chose, voleurs de diamants, je me souviens plus. J'ai pas réellement revu ouais. Et ils se retrouvent sur le toit d'un immeuble. T'as Samuel L. Jackson qui regarde Dwayne Johnson et il fait tu penses à ce que je pense? Ouais. Oui, comment on dit ça? Mince. On vise le petit arbuste en bas et décide de un problème de jugement quant à la capacité de survivre une chute d'un immeuble de plusieurs étages. Et donc, c'est un détournement de trope de film d'action classique, quoi. Ah, complet. C'est un des trucs qui m'a décidé à choisir ce film aussi, parce que c'est la parfaite représentation du début de la carrière de Dwayne Johnson, mais c'est aussi un détournement exactement de ces films d'action des années 80-90 où t'as ces super flics Zorro qui coûtent des millions à la ville dans laquelle il bosse et qui meurt jamais. C'est vraiment le fils de l'Action Hero.
Exactement. Si je peux me permettre, t'as fait un oubli d'importance au casting. T'as oublié Eva Mendes dans un rôle incroyable. Eva Mendes. Ouais, dans le rôle de la femme du personnage de Will Ferrell. Tellement de spoilers. J'espère que vous avez vu ce film. Parce que les scènes sont incroyables. Mais tout est épique dans ce film. Bah, en fait, en plus, la scène où il saute en visant les buissons, elle est tellement violente. Moi, je sais que j'avais vu la bande-annonce et tout, j'avais été voir ce film quand il est sorti. Et en fait, je m'attendais, quand tu vois les flics arriver, tu te dis, bah, ils ont pas pris ce casting-là juste pour les faire disparaître au bout de 10 minutes. Et jusqu'où, enfin, en fait, ils jouent un peu sur ta conscience d'Hollywood et te dit, ouais, en fait, tu vois, ces types-là, c'est Sam Jackson et Dwayne, chacun une génération différente, mais tous les deux, tu les considères comme ces super stars d'action qui peuvent pas disparaître au bout de 10 minutes. Et en fait, bah, du coup, s'il y avait ils les font disparaître. Voilà, s'il y avait vraiment des gens comme ça dans notre monde, et ben, ils finiraient par croire qu'ils sont des super-héros et qu'ils peuvent survivre à une chute d'un immeuble. Et ils s'écrasent tellement violemment avec la caméra qui garde le suspense parce que tu vois pas le buisson jusqu'à la fin et tu vois qu'ils l'ont loupé de quelques mètres et qu'il faisait à peu près 30 cm de haut, quoi. C'est génial. Enfin, la façon dont c'est filmé, je trouve ça génial. Et puis ils en jouent vachement dans le film parce que c'est tellement choquant dans leur monde que ces super-héros qui étaient jamais censés mourir meurent, qu'ils soupçonnent un suicide à un moment donné. Enfin, ils se demandent comment c'est possible qu'ils aient pu mourir en sautant du haut de ce putain d'immeuble. Enfin, c'est génial, j'adore. Ah, mais ce film, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs de Will Ferrell. Et de Adam McKay aussi. D'ailleurs. Ah ouais. Enfin, il est parti dans un registre plus sérieux depuis The Big Short et Vice, mais je pense que c'est vraiment un mec qu'il faut suivre, qui est très intéressant d'ailleurs aussi sur Twitter et tout. Enfin, c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, The Big Short, c'est vraiment une réponse, enfin, c'est presque un miroir en moins drôle de ce film-là, parce que il y a déjà toute une idéologie sur le crack suite aux subprimes qui est à l'intérieur de The Other Guys. Bah, à chaque fois, il détourne un truc. Là, c'était un peu enfin, il a fait son jour de tonnerre. Après, ça, c'est l'espèce d'arme fatale / bad boys du pauvre. Et avec The Big Short, il va jusqu'à reprendre Margot Robbie, où il fait un peu, c'est quoi l'envers du côté glamour de Wall Street, quoi, et du loup de Wall Street, justement, en reprenant Margot Robbie dans son bain. Et ce qui est intéressant, donc, de ce film dans la carrière de The Rock, c'est que The Rock, il est pas encore au sommet du game. C'est encore, d'ailleurs, je dis The Rock, il est pas encore passé du côté, j'allais dire, Dwayne Johnson, l'acteur. On est encore avant Fast and Furious. Le 5. Donc, Fast. Bon, je vais pas traduire Fast and Furious. Rapide et furieux. Je me suis auto-soulé, donc j'ai arrêté. Et donc, il disait d'ailleurs que c'était une période assez difficile pour lui, parce que donc il faisait des films dans des productions qui sont les productions de la WWE, donc la société de catch qui a sa propre société de production pour lancer ses acteurs au cinéma. Et donc lui, il a fait par exemple Fait malgré lui et ainsi de suite. Et entre le début où on l'a découvert dans Le Retour de la momie jusqu'à Fast Five, et ben il est encore entre deux eaux. Et je pense que dans The Other Guys, on le prend parce que, pour son charisme. On le prend pas parce que c'est l'acteur qui fera les beaux jours d'Hollywood tel qu'on le connaît au jour d'aujourd'hui. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait déjà pas une forme de malice de la part d'Adam McKay qui aurait deviné que le mec allait un peu exploser, tu vois. Parce que l'association de Sam Jackson et Dwayne Johnson, ça fait aussi vraiment le mec qui a joué dans Die Hard 3 avec le mec qui sera l'action star de demain. Et effectivement, c'est un moment où il est dans un tournant de sa carrière, mais c'est super intéressant justement avec le recul de le voir arriver là et de presque comme s'il avait deviné qu'il allait avoir ou qu'il avait déjà cette mythologie du gars ultime de film d'action moderne, quoi. Enfin, je trouve ça super intéressant en tout cas. C'est quoi, c'est 2010 The Other Guys? Ouais, 2010. Ouais, mais Samuel L. Jackson, il n'était pas pressenti au préalable pour le rôle. Il voulait Michael Chiklis, l'acteur principal de The Shield, la série. Ouais. Et c'est parce qu'il a refusé le rôle, parce qu'il voulait pas rester cantonné à un type de personnage, qu'ils se sont rabattus sur Samuel L. Jackson.
Ouais, c'était Donc, moins méta. Bah ouais, c'est ça. Ok, ça se tient. Et donc on va passer au film de Manu. Et alors là, Manu, Eh oui. va falloir que t'essayes de me le vendre, hein, parce que comment te dire Mais que... c'est un chef-d'œuvre ce film. Non, c'est pas un chef-d'œuvre. Quoi. Non. Non, mais tu peux pas dire ça, quoi. Franchement, j'ai essayé de le voir sur Netflix à une époque, quoi. Au bout de 10 minutes, ça m'a saoulé, quoi. C'est-à-dire que il y avait tellement d'explosions que j'ai eu l'impression de bronzer devant mon écran, mais c'est tout ce que j'ai reçu, tu vois. Bon, Manu, un contre-argument. Bah écoute, déjà, je vais présenter le film. Attends, je lance la bande-annonce. Dans un monde en danger. Ils sont tous morts. Un seul homme peut ordonner une telle attaque. Et j'ai voté pour lui. Chers amis chefs d'État, notre nation est en guerre. Vous contemplez une nouvelle arme de pointe capable d'anéantir 14 fois chacun de vos pays. Juste en appuyant sur un bouton. C'est génial. Boum. Ce sera la plus grande redistribution de pouvoir de l'histoire de l'humanité. Et si le président n'était pas le président? On se pose la question en ce moment. Pour notre gouvernement, pour nos familles, toute trace de notre existence a été balayée. Il n'y a plus un homme à qui on puisse faire confiance. S'il y en a au moins un. Ça va? Ouais. Et vous, ça va? J'ai un peu de cholestérol. Il reste plus que nous. Alors au boulot. On a une planète à sauver. Tranquille, sans pression. Ouais, alors vas-y, essaye de sauver Ah, la le film. bande-annonce, elle vend tellement du rêve. Ah non, c'est horrible. En VF, Et si le président, en VF, c'était c'est pas génial. vraiment le président? Mais oui, bah, on peut se poser la question quand il met des drapeaux de Cobra sur la Maison Blanche, tu vois. C'est clair. En même temps, on a Donald Trump maintenant, donc bon. Ouais, mais il a pas encore mis les du drapeaux. coup, ce film, c'est G.I. Joe Retaliation, ou Conspiration en français. Ça date de 2013. C'est 4 ans après le premier qui était Rise of the Cobra. Ça sert de suite et de soft reboot. Donc c'était une des un des énièmes films de Dwayne Johnson en tant que remplaçant de l'acteur principal dans une suite. Parce que là, il vient remplacer Channing Tatum qui se fait buter après un petit quart d'heure. Ils lui font une The Other Guys, comme on dit dans le milieu. Sauf là, c'est une frappe aérienne, si je me souviens bien. C'est tout miteux. C'est ça, ouais. Du coup, c'est une suite directe parce que c'est vraiment la suite où Cobra Commander a été enfermé à la fin du premier film et sorti de sa prison super secrète en Allemagne par Storm Shadow et Firefly, introducing Ray Stevenson. Et comment? Non, j'ai dit. Mais si. Dans une scène extraordinaire avec Walton Goggins et tout, qui en fait beaucoup trop. Il y a la moto qui explose, je me souviens, qui se sépare en petits Ouais, missiles. qui se sépare en plusieurs parties pour faire des missiles. Voilà. C'est super. Parce que c'est un film Hasbro quand même, il faut le rappeler. Il faut vendre des jouets. Ouais. Et derrière, il y a donc deux sous-intrigues. Il y a une intrigue d'un côté avec les G.I. Joe qui sont pris pour cible par le président, qui est en fait pas le président, mais Zartan, et qui est Arnold Vosloo, la première momie, du coup. Qui a pris la place du président et du coup ordonne l'exécution de tous les G.I. Joe. C'est pour ça que toute l'équipe originale meurt et que reste Roadblock, du coup Dwayne Johnson, les DJ Adrian Palicki et Flint, DJ Cotrona. Et bien sûr, ils vont vouloir se venger et essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et de l'autre côté, on a Snake Eyes qui traque Storm Shadow, et qui est son ancien partenaire qui a trahi, bien entendu. Et on se rend compte qu'en fait, il a trahi parce que c'était pour essayer de se venger de celui qui a tué son maître et tout. Enfin bref, s'ensuit une super bataille sur le long de l'Himalaya. Mais en fait, tout n'est pas long. L'intrigue tient en peut-être 5 scènes. Derrière, les G.I. Joe vont recruter le premier Joe, qui est Bruce Willis, bien entendu. Et ça attaqué au... Il est tellement rincé dans ce film, il en a Cobra. rien Ah ouais, à c'est foutre, n'importe quoi. c'est génial. Avec sa maison où il y a des flingues partout. Des flingues partout. Ouais. Sa cuisine, les meubles font à peu près 7 cm de profondeur parce qu'il y a que des guns derrière. C'est assez extraordinaire. En fait, ce que je kiffe dans ce film, c'est que c'est de la surenchère tout le temps.
quand on parle de blockbuster décomplexé, je pense que c'est l'apogée du film d'action décomplexé. Il y a des plot holes dans tous les sens, mais en même temps c'est super assumé. Et franchement, moi j'ai dû le revoir peut-être 2-3 fois depuis le ciné, et je kiffe toujours autant. C'est vraiment n'importe quoi. Ah là là. Réalisé par un mec qui a fait des sexy dance quand même. Franchement, ça mais c'est. Mais c'est du coup c'est le premier, c'était Stephen Sommers, du coup le réalisateur de La Momie et du Roi Scorpion. Là c'est John Chu qui a réalisé récemment Crazy Rich Asians, qui a fait pas mal de bruit, mais qui à l'époque était plutôt connu pour Sexy Dance 2, Sexy Dance 3D, des choses comme ça. Sexy Dance 7, 8, 9 et 13. Il a aussi fait Insaisissable 2, qui est vraiment pas terrible. Et voilà, je tenais à parler de ce film parce que je savais que vous alliez parler des bons films à côté, même s'il y en a qui vont parler de San Andreas, que je considère bien moins bon que on se fait bien plus chier devant San Andreas, ça c'est sûr. Ah mais carrément. Et franchement, même si vous avez eu du mal à le voir, n'hésitez pas à rejeter un œil, vous verrez que vous vous marrez bien et que un petit Storm Shadow qui se bat en compagnie de Snake Eyes, ça fait toujours plaisir. Ouais, et moi si je peux ajouter un truc, c'est qu'il y a un moment, Dwayne Johnson il prend un espèce de tank furtif pour aller fumer le méchant, le méchant fume son tank, mais Dwayne Johnson il sort du tank et il détache un canon de 50 mm à main nue, pour citer notre ami Straffer, et il commence à éclater le méchant en lui tirant dessus comme ça, et à la fin il démonte des colonnes comme Bane et tout, c'est le combat final, il est stellaire, ça, et surtout ça a commencé un trope de la carrière de Dwayne Johnson où il finit par détacher les armes d'un truc qui n'est pas censé être détachable. Par exemple, dans Phase 7, je crois qu'à un moment, il tue un drone Predator et il prend son gun. Genre en mode, c'est fait pour ça, tu vois. Et déjà, il tue un drone Predator avec une ambulance, qui est pas facile à faire. Enfin, Bruce Willis l'avait fait avec un hélicoptère et avec une voiture. Mais voilà. Et il a éclaté le record et maintenant, il démonte des armes un peu partout. Donc, j'ai hâte qu'il sorte une torpille dans le prochain, dans le Hobbs & Shaw, et qu'il la lance à la main et qu'elle explose. Ça serait assez fort. Et du coup, je fais partie des 3 personnes qui attendent une suite avec impatience, sachant que Dwayne Johnson a déjà dit qu'il était chaud pour toute suite et toute expansion de l'univers, parce qu'il y avait des rumeurs de un crossover avec Transformers, putain. Je suis chaud. Tu ramènes Michael Bay, on va en parler, mais il va revenir, il va faire, allez, j'accepte. Pour faire un crossover. Non, en l'occurrence, je crois qu'ils ont supprimé le 3 parce que, en fait, ça devait être un crossover avec Transformers, mais Michael Bay voulait pas que quelqu'un d'autre soit sur la licence Transformers à cette époque. Non, il devait déjà y avoir un 3 qui a été annoncé je crois, dès 2013, il y avait un 3 qui était annoncé pour 2016, il me semble. Mm-hmm. Il a été repoussé indéfiniment et un jour il aura lieu. Un jour. Et il parle déjà d'en faire encore un soft reboot. Donc, 3e film, 2e soft reboot. On est sur un niveau DCU de la continuité, quoi. Allez, on va passer au 3e film. Alors là, c'est un peu le sommet de la carrière de The Rock. C'est peut-être son Ciao Pantin. Enfin, faut pas exagérer non plus. Je balance la bande-annonce à la Michael Bay. Je m'appelle Daniel Lugo. Je veux rendre le monde meilleur. Tout a commencé parce que j'en voulais plus. Ah ouais, dis pas mal du tout, ouais. Sinon, j'étais parti pour 40 ans à bosser en survette. J'avais un plan pour changer tout ça. Où t'étais, en cabane? État de New York. T'as des pistes pour du boulot? Tu peux pas enlever un mec et le dépouiller comme ça, c'est carrément illégal. Si, on peut. Victor Kershaw est un con, une espèce d'escroc qui mérite des emmerdes. Si on te suit, on fera de mal à personne, hein. Non, t'inquiète, on le chope. Il est là-bas. On l'embarque pour qu'il nous signe quelques trucs. Je te remercie. On lui fait prendre un mix de protéines. Il sait même pas ce qui s'est passé. Écoute, j'ai maté un tas de films, Paul, je sais ce que je fais. Ah, quel grand film. Quel grand film. Je le répète, je reste sur ma position. Sommet de la carrière de Dwayne Johnson, mais aussi de Michael Bay. Oui, je l'avoue. On parle de Pain and Gain, traduit en France sous le titre No Pain, No Gain. Hein, ça c'est pour nos amis outre-Atlantique qui nous écoutent. Alors, du coup, c'est un film de Michael Bay, comme je l'ai dit. Ça a été écrit par Marcus et McFeely, qui sont les scénaristes des 3 Captain America et de Infinity War et Avengers Endgame. Et ouais. Et ça raconte l'histoire vraie
de bodybuilders à Miami dans les années 90 qui ont décidé d'enlever des gens pour leur en gros récupérer leur thune, mais ça s'est très très mal passé parce qu'ils ils se sont pris de manière très improbable et sordide, et un détective privé a fini par dévoiler, enfin comment dire, à faire éclater l'affaire au grand jour. Et donc dans ce film où il y a aussi Mark Wahlberg ou Mark Wahlberg, hein, ça dépend comment on veut le prononcer. Mais vachement moins drôle que dans The Other Guys. Vachement moins drôle, dans un rôle un peu plus Dark. sérieux, un peu plus sérieux, un peu plus dark. Donc ouais, c'est plutôt une sorte de... Enfin, en fait, moi, je trouve que c'est un film difficile à décrire en termes de genre ou de style. C'est une comédie noire / une espèce de film c'est ce que j'appelle la catégorie Pulp Fiction. En fait, c'est des films qui ont une narration un peu bizarre et qui présentent il n'y a pas énormément de rebondissements et tout, mais c'est plutôt une sorte d'exploration de personnages complètement frappadingue, j'allais dire. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais vous comprenez sans doute l'idée. Et du coup, ça marche. Du coup, là, ça marche. Merci Manu. L'un de ces personnages est joué par Dwayne Johnson. Et en fait, j'ai choisi ce film personnellement parce que je trouve que c'est assez amusant qu'après tant de films, Michael Bay, pour moi, c'est un génie dans ce qu'il fait, et il sait faire tout un tas de trucs, et c'est trop facile de le critiquer, je trouve. Pour moi, c'est un vrai auteur, j'ai envie de dire. Du coup, il avait repoussé des années et des années ce film pour faire Transformers 1 et 2. Puis il l'a fait entre le 2 et le 3, ou le 3 et le 4, je sais plus vraiment. Ça doit être entre que des chefs-d'œuvre, donc. Que des chefs-d'œuvre de mise en scène et d'explosion et de Shia LaBeouf. Et du coup, il faut savoir que Michael Bay, l'une de ses plus grosses influences, même si ça ne se voit pas de prime abord, c'est les frères Coen. Et c'est un non, ça se voit pas des masses. Non, pas du tout. Mais c'est un grand fan des frères Coen, et ça faisait des années, en fait, depuis les années 2000, qu'il voulait faire. Moi, je pensais que sa plus grosse influence c'était Victoria's Secret. Alors, tu vois. Ah, bah, c'est une très grosse influence pour Michael Bay aussi, qui est un réalisateur de pub à l'origine, et qui continue de faire des pubs pour Victoria's Secret, effectivement. Merci de nous le rappeler. Alors, continue de harceler les mannequins aussi. Oui, mais non, Michael, il est gentil. Et donc, du coup, ce film... Calme-toi, Thibaut. Oui, Ouais, c'est clair. ce film Pain and Gain, du coup, présente un peu une version très Michael Bay du monde, complètement superlative. Et Michael Bay étant un gros connard cynique accessoirement, présente ses personnages en mode d'habitude dans les films de Michael Bay, il y a qu'un seul type de personnage qu'il trouve grâce à ses yeux. C'est les militaires. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et les décolletés des filles aussi, en règle générale. Ouais, mais ça, c'est pas un personnage, David. Mais pour Michael Bay, à mon avis, si. Ça se défend. Hein. Ouais, vous comprenez pas vous comprenez pas son art. Vous n'en êtes pas digne. Et du coup, je suis partiellement d'accord avec toi, Thibaut. Ouais. Merci, Manu. Je trouve qu'on ne perçoit pas tous le génie de Michael Bay, mais il a derrière un ultra-américanisme, il cache en fait une sorte de cynisme envers les USA assez incroyable en fait. Ouais, et ce film le représente super bien parce que du coup il présente des bodybuilders qui ont une vision complètement dérangée en fait de ce qui est censé être le rêve américain, et qui vont dépouiller des gens et les torturer puis les tuer, enfin ça va aller de mal en pis quoi. Et c'est assez intéressant de voir que dans ce film il n'y a pas de militaire, et en fait tous les personnages qui sont présentés du coup sont détestables complètement soit donc c'est des bodybuilders donc ils vont avoir des corps complètement frappés, et les mecs vont être défoncés aux protéines ou à je sais pas quoi, ils vont prendre de la drogue, tous les persos qu'on voit, peut-être sauf le personnage de Ed Harris à la fin, sont toujours un peu présentés en mode putain c'est Richard en Floride à Miami, en gros il y a une espèce de déconstruction un peu comme disait Manu, c'est pas un peu, c'est totalement cynique du monde qu'il présente, qui s'est étendu depuis sur certains films de Michael Bay. Je pense à 13 Hours par exemple, mais j'imagine que les gens ne l'ont pas vu parce qu'ils ont fait Michael Bay, le militaire. Et alors après l'analyse de la politique de Michael Bay, ça, c'est toujours un petit peu difficile, mais très clairement moi je l'ai vraiment vu comme un film où le mec était là, je vous montre ça, et dans sa vision superlative du monde et notamment des États-Unis, c'est pas étonnant du coup que
il en fasse une comédie noire et qu'il la filme exactement comme il glorifiait les militaires dans Transformers ou les astronautes / foreurs c'est d'ailleurs plutôt des mineurs que des astronautes, n'en déplaise à Ben Affleck dans Armageddon. Et du coup j'aime beaucoup ce film pour ça, parce que je le trouve complètement absolu dans ce qu'il fait. Alors forcément ça dérange, et le film est assez dérangeant. Il nous rappelle de temps en temps d'ailleurs que il y a une espèce de côté méta où il nous rappelle c'est toujours une histoire vraie à un moment. D'ailleurs c'est un moment qui ne s'est pas vraiment passé, ce qui est un petit peu stupide maintenant que je le sais, parce qu'en faisant mes recherches j'ai appris que le fameux barbecue pour ceux qui ont vu le film est en fait ajouté par les scénaristes, n'a pas existé. Mais bref, c'est un film que j'aime beaucoup. Et en fait, ce que je trouvais intéressant par rapport à la carrière de Dwayne Johnson, c'est que là, il est plus ou moins, il est encore avant son gros pic, comme on dit en anglais, mais Michael Bay utilise déjà un petit peu comme ce bourrin absolu, cette représentation typique du mec américain bodybuildé, un peu simplet, et il le joue à fond, et il le joue hyper bien. Et alors je sais pas si lui-même est cynique, ou je pense pas d'ailleurs, mais je trouvais ça intéressant qu'il soit essayé à l'exercice. Alors peut-être qu'il avait aussi très envie de travailler avec Michael Bay, et tous les acteurs, vu que c'est le film le moins cher de Michael Bay, ont accepté un cachet bien moindre qu'est-ce qu'ils avaient d'habitude, parce que je crois que le film a été fait pour entre 20 et 35 millions de dollars, je sais pas exactement, que j'ai trouvé les deux. Et bref, j'aime beaucoup le personnage de Dwayne Johnson dans ce film, qui va trouver la rédemption via la foi, mais de manière totalement fucked up, et parce que forcément c'est Michael Bay, et extravagante. Et ça me mène à un sujet dont on parlera plus tard, je crois, mais David me corrigera, qui est différents rôles de Dwayne Johnson et un petit peu sa zone de confort, qui selon moi est un peu limitée. Et en tout cas de ce côté-là, elle est pas limitée, c'est plutôt elle est illimitée, et il en sort pas. C'est plutôt sa prise de risque qui est limitée. Et c'est pour ça que j'aime ce film aussi, non seulement pour la façon dont il s'inscrit dans la carrière de Michael Bay, mais aussi de Dwayne, pour qui j'ai beaucoup d'amour, mais qui, il faut bien le dire, reste toujours un petit peu sur les mêmes choses. Et là, cette fois, il avait osé prendre des risques avec l'ami Michael, un film que je recommande donc. Voilà. Et puis sûrement avec une autre marque de stéroïdes, parce qu'il est énorme dans ce film. Ouais, déjà à l'époque, je crois que c'est ce film qui lui a fait, Ils sont tous énormes dans ce film. Je pense que c'est ce film qui l'a instauré au rang de Space Marine et l'a emmené au-delà de l'humanité, parce que je crois qu'il était déjà bien build-up, mais en fait, puisque Mark Wahlberg et Anthony Mackie, qui sont ses co-stars dans le film, et ont pris je sais plus combien de kilos pour le film, il s'est senti un peu obligé de dire ok, je vais aller encore plus loin. Et depuis, il a pas redégonflé, donc bravo à toi, Dwayne. Arrête, attention à ce que tu manges, par contre. Mais d'ailleurs, c'est assez impressionnant quand on voit en fait les photos de l'époque où il faisait du catch dans les années 80. Il est rikiki. Et en fait, aujourd'hui, à quoi il ressemble aujourd'hui, mais il est 2 fois plus caisse, quoi. Alors qu'il a plus d'activité sportive, on va dire. C'est plus ça exactement qui fait sa carrière, quoi. Donc ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il déteste ses personnages. C'est-à-dire qu'il nous les rend jamais aimables. Je trouve qu'il y a un côté vachement Chuck Palahniuk dans cette vision du monde et de l'Amérique en règle générale. Donc Chuck Palahniuk, pour ceux qui le remettent pas, c'est l'auteur derrière Fight Club, notamment. Qui fut aussi, lui aussi, en son temps, bodybuilder. Mais tu sais, c'est marrant parce que je me souviens qu'à l'époque, quand je suis sorti de Transformers 4, le premier truc que je me suis dit, c'est ok, c'est vraiment de la merde. Mais le deuxième truc que je me suis dit, c'est putain, Michael Bay, il déteste les Américains, quoi. J'ai vraiment l'impression que dans cet américanisme total, parce que quand même Transformers 4, je sais pas si vous l'avez tous vu, mais c'est chaud. Moi j'ai vu jusque Transformers 5. Donc, ouais, j'ai tout vu moi aussi. 5, c'est quand même 2h40 de film pour pas grand chose. Mais je trouve vraiment que ce qu'il nous présente du traitement de l'Amérique, on sent sa haine de ce système au final derrière, tu vois. On a l'impression qu'il est pris dans un système. Il le glorifie en même temps, donc c'est toujours. Ouais, voilà, mais qui. Ouais, il a l'air prisonnier de ça, et je sais pas, c'est très bizarre. Il est cynique au possible, ouais. Mais c'est un vrai questionnement du rêve américain. Là où je rejoins Thibaut, c'est là où le film est génial, c'est que c'est qu'est-ce que le rêve américain et comment on peut le dévoyer par à la fois par l'ambition et parce que il ne s'offre pas à tout le monde. Et c'est quand ceux qui sont relégués en place de spectateurs du rêve américain, qu'est-ce que tu fais pour devenir acteur de ce rêve-là ? Et eux ont décidé de passer par l'enlèvement. La criminalité. Et par un glissement
quelque part vers une déshumanisation totale. Et même The Rock, qui a une espèce de chemin de rédemption, attention guillemets avec les doigts, mais pas du tout radiogénique, il finit par glisser lui aussi dans la cocaïne et ainsi de suite. Ouais, c'est un film à voir de toute façon dans la filmo de Dwayne Johnson, c'est son pic absolu, parce que c'est presque le film d'auteur qu'il a. C'est le seul d'ailleurs, hein, si... Ouais, je pense qu'on peut le dire. Non, il y a G.I. Joe quand même. J'irai pas jusque-là, tu vois. Non, c'était pour rire, hein, je déconne. Pour moi, son film d'auteur, c'est Le Roi Scorpion. Ça se défend. Est-ce qu'on parlera du Roi Scorpion et de comment il en est arrivé là, de sa biographie, tout ça? Non, du tout. Hein. Donc si tu veux balancer sur Le Roi Scorpion, tu peux y aller. Hein. Bah moi, je sais qu'on l'a revu parce que à l'époque où on a dit qu'on ferait un podcast sur Dwayne Johnson avec Constance, on était encore sur l'ancienne formule actionneur, j'allais dire Rider, waouh. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va mater des vieux films de Dwayne Johnson. Et on a regardé Le Roi Scorpion. Et je dois dire que j'ai trouvé ça beaucoup plus divertissant et sympa à regarder que dans mes souvenirs. Parce que ouais, de ouf. En fait, j'ai vraiment, alors la momie, le Scorpion en CGI et tout ça, mon dieu. Mais Le Roi Scorpion, c'est genre un film à la Conan dans l'univers de la momie, avec Dwayne Johnson en mode le gars c'est un sous-Arnold et il est beau et il est fort et il tape les méchants, et il y a un côté vraiment presque cartoon et qu'il y avait aussi dans les Conan avec Schwarzy, quoi. Et en voyant ce film, je me suis dit tiens, ça me manque aujourd'hui au cinéma. J'aimerais bien vous le voir revenir dans un rôle. Alors je sais pas s'ils vont rebooter une nouvelle fois Conan après ce reboot avec Jason Momoa, notre ami. Mais dans ce cas-là, voir The Rock avec les cheveux longs et en mode en train de trancher des types. Ce qui manque aussi avec les films de The Rock, c'est qu'ils sont toujours familiaux, sauf Pain and Gain. Et du coup, là, c'est pas trop violent, mais je sais pas, il y avait un petit truc, non? C'était la vibe vraiment de films d'aventure qui avait quand même un côté hyper old school. Mais ça manque, quoi, avec il y a des décors qui sont hyper impressionnants, il y a un gros travail sur les costumes, il y a énormément de figurants, etc. Tu sentais que c'était aussi gros budget pour le coup. Mais je trouve ça délire que les mecs se disent, voilà, le scénario, c'est il doit libérer une princesse dans un château. Et il se passe que ça. Il se passe rien d'autre, tu vois. Il n'y a pas de pseudo-twist en mode il n'y a pas de méta, c'est juste en mode on assume, on fait ça, ils se tapent. Mais par contre, du coup, on construit des décors en mode péplum, what the fuck. Enfin, tu vois, genre, le film il commence, c'est un nanar ultime. Dès qu'il y a des scènes d'action, t'entends des lignes de basse à la corne derrière en mode dou, 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 dou. Et tu comprends pas pourquoi ils font ça, mais d'un autre côté, je sais pas, ça me manque. C'était Steven Sommers aussi qui l'avait fait, non? Ouais, je crois, ouais. Je sais pas. Bah, du coup, qui avait fait La Momie 1 et 2 et le premier G.I. Joe. Et c'est bizarre en plus dans sa filmo, ce film, parce que du coup c'est vraiment le deuxième grand film qu'il a fait après... son premier lead, quoi. Voilà, c'est son premier lead, donc après la momie. Et derrière, il a enchaîné que des flops pendant 10 ans. Et du coup, je pense que sa carrière aurait pu s'arrêter là, quoi. Ça aurait pu rester, ok, c'est Le Roi Scorpion et point barre. Et après, il y a Fast qui l'a relancé dans les années 2010, quoi. Mais honnêtement, le film était sympathique. Bon, après, il est rempli de clichés divers et variés. Mais il était quand même divertissant à regarder. Il est sur Netflix. Vous pouvez lui donner une deuxième chance. Alors moi, je vais transitionner avec Le Roi Scorpion, parce que Le Roi Scorpion donc ouvre sa carrière, mais après, il va s'enferrer dans un type de rôle, et tant et si bien que la productrice qui travaille pour la boîte de production de The Rock, qui s'appelle Seven Bucks Production, disait que les rôles de The Rock sont tous liés et sont tous structurés autour de certains thèmes, qui sont la famille, une voie de rédemption positive, et même pour donc No Pain No Gain, il disait que donc, je pense que c'est une réflexion a posteriori, tu vois, pour essayer de rattacher les wagons sur le fait que Dwayne Johnson ne tourne que sur un rôle, en disant que, regardez, même dans le pire film, dans le film le plus extrême de Dwayne Johnson, il y a une voie de rédemption, et effectivement, c'est le seul qui finit par ne pas être condamné à mort, parce qu'il va balancer ses collègues. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais son personnage dans le film, c'est un personnage qui est en fait le mélange de plusieurs personnes qui ont vraiment existé, au sens où, par rapport à ce que tu viens de dire, ils ont peut-être réaménagé justement le personnage pour lui, alors que les autres jouent des personnages qui ont vraiment existé et qui ont vraiment fait ce qu'ils ont fait. Eh ben, on va tout de suite passer sur le côté de l'image. Ce qui est intéressant avec Dwayne Johnson, c'est qu'il a décidé de soigner son image. Et je pense que après on parlera de San Andreas, je pense que toute la qualité de Dwayne Johnson,
c'est que c'est un gars, donc il dit dans une interview que quand il a commencé à voir les super-héros, à voir que tous les films tournaient autour des super-héros, il a décidé de créer un personnage, en fin de compte, de faire de lui un homme et de créer un personnage autour de cet homme-là. Donc il y a un côté très corseté, même si c'est un type qui est dans la communication où il se livre beaucoup, il se livre aussi sur des thèmes donnés, il s'est construit un personnage. Il s'est construit un personnage qui est décliné dans ses films. Bon allez, on va parler de San Andreas, trailer. Les gens doivent savoir que les secousses ne sont pas terminées. Ça va Est-ce que San Andreas, c'est pas le Eurocopter et ça va faire de la encore carrière plus de mal. Dwayne Johnson? Bordel. La Terre va littéralement s'ouvrir. Waouh! On va le ressentir. Après, on se moque de G.I. Joe. Jusqu'à la côte Est. Ah ouais, quand même. Est-ce que chez toi, Steven? Je t'aime, papa. Je vous le dis avec insistance. Vous devez partir. Et tout de suite. Si vous ne pouvez pas, que Dieu vous garde. Voilà, donc San Andreas, ce qui est fou, c'est que j'ai vu plein de bandes annonces et les bandes annonces sont carrément meilleures que le film. Moi, j'ai vu le film pour la première fois il y a très peu de temps et c'était dur. Putain, je l'ai vu au ciné, moi. Eh ben, désolé pour toi, Thibaut. Ouais, je crois qu'après 5 minutes avec des drifts d'hélicoptères dans des crevasses, j'étais un peu en mode... Ça va être bien. Genre, je me suis dit, ça va être pas mal et tout, je suis saucé. Et puis après, je sais pas, il est plus dans un hélicoptère, j'ai trouvé ça moins drôle. Moi, je pensais qu'il allait conduire des hélicoptères tout le long du film, tu vois, et qu'il allait vraiment faire des trucs de ouf. Que ce serait un fast. Je me souviens qu'à la rédac, à l'époque, vous me l'avez vendu à mort pour que j'aille le voir. Bah ouais, je sais, on voulait absolument le voir à 22h, une séance pourrie, et on l'a regardé, et c'était pourri, et on a dit, bah Manu, il a bien fait de pas venir. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas toujours raison, voilà, c'est tout. Et pourtant, c'est le film qui est représentatif de la carrière au jour d'aujourd'hui de Dwayne Johnson. C'est de la Dwayne Johnson Plotation avec le réalisateur de la Dwayne Johnson Plotation qui est Brad Payton, à qui on lui doit Voyage au centre de la Terre 2, Rampage, et qui va faire après, qui va rempiler pour San Andreas 2, où on se demande quel tremblement de terre. Il y a San Andreas 2? Yes. What? Pas et oui, encore. c'est en développement. C'est en développement, exactement. C'est quand la faille se referme. La Californie s'est détachée, puis elle s'est dit, oh non, faire une île, c'est nul, on revient. Bah ouais, il prend l'hélicoptère, il met un treuil sur la Californie, il la ramène. Comme dans Skyscraper quand il maintient un pont. C'est quand même la meilleure. S'ils ont besoin d'idées pour le scénar, on est là. Ouais, je suis toujours chaud. Hein. Ce sera sûrement mieux. Bah, du coup, vends-nous ce film, David. Vends-nous ce film. Moi, il y a un truc qui me perturbe dans ce film, mon cher David. Est-ce que. Alors, j'ai pu. Mais je sais que Manu l'aime beaucoup, donc je pense qu'il me rappellera le nom de l'actrice dans Alessandra Daddario. Ouais. Alessandra Daddario, c'est ça? Daddario. Yep. Ça te perturbe parce qu'elle joue dans Baywatch aussi, ça? Et alors voilà, ce qui me perturbe, c'est que dans Baywatch, c'est plus un rôle de love interest. Ah non, pas du tout. Enfin, pour un autre perso. Mais... Oui, pour un autre perso, mais tu vois ce que je veux dire? C'est genre associé et là c'est sa fille. En fait, tu vois, genre j'arrive tellement pas à me le mettre en tête. À vrai dire, que ils j'ai ont du très mal à peu le d'écart. Ils ont oui, c'est 15 pour ça ans que d'écart. Ça me perturbe un peu en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sauvait sa fille, j'étais là, je m'attendais. Enfin après peut-être que mon cerveau est complètement frappé et tout, mais la façon dont c'était filmé, je pense que dans un autre film, il se serait roulé des massives pelles, tu vois. Alors qu'il y a des tremblements de terre et des immeubles qui s'écroulent. Et je trouvais ça trop bizarre. Alors après, il lui avait mis Carla Cugino en femme, je crois, pour histoire de dire non, mais c'est pas sa femme, hein, c'est sa fille. Hein. Mais waouh, j'avais été très perturbé par cette relation. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Mais du coup, c'est un élément qui fait partie justement de la construction de son image qu'on voit pas chez beaucoup d'autres acteurs de films d'action. Le fait qu'il a des familles et qu'il protège les gens et qu'il protège ses enfants. Aujourd'hui, dans les films d'action, ils ont plus trop d'enfants, quoi, les gens. Dans Skyscraper, quand le méchant il lui dit je vais balancer ta fille par la fenêtre, il a un regard. Et là, il y a une grosse note de zik qui fait genre. Et là, tu fais oh, toi, tu vas mourir, mon pote. C'est vrai que c'est aussi tout le plot de Skyscraper, quoi.
Ouais, je comprends d'ailleurs, je comprends ce que disait David tout à l'heure sur les carcans de Dwayne Johnson, parce que dans San Andreas, du coup, il y a ce côté rédemption de il a pas réussi à sauver sa première fille ou son premier fils, je sais plus. Ouais, sa première Et fille. du s'est coup, noyé ou je sais pas quoi. Il faut sauver la deuxième, quoi. C'était glauque. C'est pour ça que j'ai pris San Andreas, c'est pas parce que c'est un bon film. J'ai pris San Andreas parce que c'est l'archétype même de ce qui est le cinéma de Dwayne Johnson. À part quelques films qui sont presque, j'allais dire, celui qu'il va faire pour Disney, et encore on sait même pas trop. Jumanji qui est peut-être un peu à part par rapport au profil de personnage qu'il veut jouer et au rôle qu'il joue. San Andreas, c'est vraiment l'apothéose. Et l'année dernière, 2 films de Dwayne Johnson, et c'est de la Dwayne Johnson Plotation au taquet. On a vraiment eu le même schéma de personnages avec un décor différent, quoi. Et ça change un peu les skins, ça change un peu le background, et puis hop. C'est un DLC. Exactement, c'est un DLC, tu vois. Non, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il est trop en mode genre. Pour San Andreas, il était là, j'ai passé beaucoup de temps avec les gardes-côtes et les pilotes d'hélicoptères. Après, il fait Skyscraper, j'ai passé beaucoup de temps avec les vétérans qui étaient blessés et qui avaient une jambe en moins. Leur vie, elle m'a trop inspiré et tout. Après, il fait Rampage, et là, tu dis, mais tu peux rien dire, en fait. Et là, il fait, j'ai passé beaucoup de temps dans les zoos à observer les gorilles. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça? On s'en branle, tu vois, genre. Tu fais juste. À sa décharge, je pense notamment que c'est vraiment un good guy, tu vois, et qu'il aime fortement mettre en avant les gens avec qui il travaille. Non, mais c'était pas pour notamment les cascadeurs. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'il y a il y a un côté absolu dans ce qu'il fait, tu vois, genre c'est lui qui vend par exemple Hobbs & Shaw depuis son Instagram et qui présente les photos, et que c'est genre le visuel là hier là. Visuel ce matin, fait plaisir. Non mais tu vois, il est toujours en mode ça va être le meilleur vilain de la franchise, on vous prépare le meilleur Jumanji, on vous prépare et au bout d'un moment, il y a ce côté un peu genre j'aime bien, je vais voir ces films pour ce qu'ils sont, tu vois, mais en fait son personnage il en sort jamais, quoi. Il est génial son perso, mais t'as presque envie des fois David parle de Dwayne Johnson Exploitation, c'est moi des fois le voir sur les réseaux et être hyper sympa tout le temps et tu sais dans cette espèce de mec pseudo parfait. En fait, au bout d'un an, ça me gave, en fait. Tu vois, je me dis, j'aimerais trop. On sait qu'il est trop parfait. Ouais, voilà. Il est un peu trop lisse. J'aimerais trop qu'il casse son image avec un truc. Il y avait ce projet. Je pense que c'est mort vu ce qui s'est passé avec The Predator, et je pense que Shane Black va retraverser 10 ans de désert avant de faire son dernier film et de mourir dans une overdose de coke à Miami avec Michael Bay et Dwayne Johnson. Pourquoi pas. Mais genre le Doc Savage avec Shane Black, je pense qu'ils l'auraient pas fait en mode à moitié, et j'aurais vraiment voulu voir ça, et c'est plein de trucs comme ça qui nous échappent. Même Black Adam aussi, quelque part, j'aurais aimé le voir dans un rôle de méchant, quitte à ce que ça soit un anti-héros, tu vois, plus qu'un vrai méchant vraiment à moustache. Donc ouais, je sais pas, je suis un peu à la longue, en fait. Je me demande combien de temps son star power pour l'instant au box-office, ça se vérifie pas toujours d'ailleurs, je crois. Skyscraper et Rampage, il me semble que ça s'est bien planté. Non, ça a cartonné à l'étranger, c'est-à-dire que ça n'a pas cartonné sur le sol américain, mais le Skyscraper a cartonné en Chine. Ouais, mais c'était un film pour la Chine, quoi. Ouais, c'était un film pour la Chine, mais c'est pas le carton de Jumanji, quoi. L'acteur le mieux payé. Oui, il est pas pour rien. Non, c'est sûr, mais je me dis combien de temps ça va marcher, parce qu'il y a quand même pas une déclinaison infinie de rôle Dwayne Johnsonesque, quoi. Tu peux lui mettre un singe, lui enlever une jambe, ou en faire un avatar de jeu vidéo, ça reste Dwayne Johnson, et tu vois, il s'efface pas au profit de certains rôles, quoi. Ouais, mais tu vois, genre c'est comme un Tom Cruise ou un Bruce Willis, pour moi, tu vois, ça peut durer vraiment très longtemps, quoi. Bruce Willis, il est bien rincé. Après, ils vont taper un mur. Tom Cruise, c'est différent, parce que Tom Cruise, il a su, à un moment donné, s'attacher à des grands réalisateurs. Ce que n'a pas réussi Dwayne Johnson. Le truc, c'est que quand il a décidé de faire Mission Impossible, il s'arrange avec Brian De Palma. Tom Cruise, contrairement à Dwayne Johnson corsette complètement sa carrière. On sait où il va. Et de toute façon, limite, comme quand tu vas voir un film de super-héros, tu sais ce que tu attends. Quand tu vas voir un film de Dwayne Johnson, tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu auras. Et c'est ça qui est à la fois génial. Et dans San Andreas, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu sais qu'il va jamais... rien ne va dépasser. Tout va être clean. Encore revenant sur San Andreas, les CGI, quand même, sont super beaux. À part quelques incrustations, mais ça fait quand même l'affaire.
en termes de cascade, c'est super mou, mais d'un autre côté, c'est quand même relancé par des rebondissements toutes les 2-3 minutes. Et l'histoire, elle est évidemment, c'est plan-plan à fond, mais d'un autre côté, c'est ces films. Ils sont portés par cette monotonie. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Jumanji, en tout cas, j'aimerais que ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau pour Dwayne Johnson, parce que même si le film était quand même vachement clean, on va en reparler. Il jouait quelque chose de différent. Ça peut presque être considéré comme une prise de risque par rapport à ce qu'il nous a donné jusque-là. Je suis pas vraiment d'accord. Je pense que c'est un peine différent. Enfin, de toute façon, je vais en reparler plus tard. Oui, laissez David mettre son générique. Je le vois comme ça, la prise de risque. Attention, ça se voit pas en podcast, mais c'est 1 centimètre, pas plus d'écart entre mes deux doigts. Combien de inch? 1 quart. Mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, d'ailleurs, c'est que moi, les rôles que je préfère, c'est limite Jumanji et Baywatch. C'est là où il y a le côté autodérision et le côté humour en plus de l'action pure, tu vois. C'est parce que c'est sûr sinon il a un rôle un peu monolithique. Et on va laisser Constance présenter Jumanji quand même, parce que sinon elle va plus rien avoir à dire. Oui. Mais je trouve que c'est là qu'il est le plus intéressant au final. Oui, mais quand tu joues avec ton image, tu gardes la même image. C'est pas parce que tu crées de l'autodérision sur ton image que tu changes d'image. C'est juste que tu as conscience de l'image que tu renvoies. Donc, ce que je veux dire, c'est pas parce que t'es méta que ça devient autre chose. C'est pas vrai. Un Deadpool. Mais ce que je voulais dire, juste avant de laisser la parole à Constance, promis, mais c'est qu'on compare à Tom Cruise. Mais par exemple, Tom Cruise, quand il a mis son image, qu'il a voulu la changer, il a fait Tropic Thunder ou Collateral, où il a physiquement pas la même tête en fait. Enfin, Collateral, tu peux encore dire, ouais, il est juste grisonnant et il a les cheveux en brosse, tu vois, mais au moment où c'est arrivé, on l'attendait pas à ce moment-là, tu vois, et ça, à chaque fois, ça a donné le truc en mode, ah putain, Tom Cruise, il peut encore faire ça, délire, tu vois. Et pour l'instant, Dwayne Johnson, c'est en mode, ah, Johnson, il fait encore ça, délire. C'est comme ça que je le vois, en fait. Mais après, comme... Ouais, Tom Cruise Exploitation, elle commence avec Top Gun, et c'est tout ce qui va dériver sur Cocktail, mais entre-temps, il a quand même calé des Rain Man, il a quand même calé Magnolia, enfin, il y a d'autres films qui font que... Tom Cruise au-delà de la... Non mais t'énerve pas David, on est d'accord hein. Et ça va de même pour Bruce Willis, tu vois, Bruce Willis il s'est cramé à vouloir faire du Bruce Willis quoi. Et il a fallu Quentin Tarantino pour le récupérer, pour relancer sa carrière. Mais la différence entre Tom Cruise et Dwayne Johnson, c'est que Tom Cruise c'est un putain d'acteur hein, quand même hein. Oui. Il y a ça aussi. On joue pas dans la même catégorie. Il est capable de performances que... Pour l'instant, je pense pas que Dwayne Johnson soit capable. Même s'il a progressé. Ouais, largement. En fait, Tom Cruise, il verrouille tout autant sa carrière. C'est juste que sa façon de la verrouiller, c'est de faire confiance à des réals qui c'est bon et de s'enfermer dans un acting de ouf, quoi. Ouais. Alors que la façon de verrouiller de Dwayne Johnson, c'est de prendre tout le temps les mêmes rôles. Ouais. Ce qui est intéressant dans la carrière de Dwayne Johnson, c'est pendant sa période de vache maigre, c'est-à-dire avant Fast Five, il avait découvert qu'il avait un potentiel comique. Et c'est ensuite que il a comme ça travaillé son image au fur et à mesure. Et dans une interview, il disait que il pensait qu'il allait se limiter, à cause de son jeu d'acting, à des comédies et à des actionneurs. Et au jour d'aujourd'hui, il se sent prêt à se frotter à des rôles plus importants. Est-ce que ça va se faire, vu les propositions qu'il a et vu ce qu'on sait de lui pour ses prochains films? Peu de chance, mais il reste que c'est faisable, quoi. Mais là, on va balancer tout de suite sur Jumanji, où on n'est pas encore dans le rôle où il pourrait avoir un Oscar. Allez, générique. Vous êtes qui, vous? Et vous, vous êtes? Vous deux, vous êtes qui? C'est quoi cette histoire? Aïe! Je crois qu'on a été aspiré dans le jeu. C'est quoi ce délire? Ça alors? Fridge, c'est moi? Et vous, vous êtes qui? C'est moi, Spencer. Martha? Oui. On est devenus les personnages qu'on a choisis. Autrement dit, Bethany? Non! Je suis devenu un vieux gros lard!
J'hallucine, c'est pas possible. Les gars, comment on fait pour rentrer chez nous? On est dans un jeu vidéo, donc on doit tous avoir des dons particuliers. Point fort, grande puissance du regard. Waouh, ça c'est un mec, un vrai. Il est nul ce jeu. En VF, ça envoie pas du rêve non plus. Je reconnais à peine les acteurs. Ouais, En surtout VF. dans les bandes annonces, c'est souvent pas les mêmes voix que dans le film, donc c'est encore pire. Ouais, c'est des boîtes de prod séparées. Du coup, parlons de Jumanji, ou plutôt de la suite du film Jumanji. Donc 22 ans après, on se retrouve donc en 2017. Le film est sorti il y a 2 ans. Avec c'est à la fois une suite et à la fois une espèce de soft reboot aussi. C'est réal par Jake Kasdan, qui est le rejeton de ce cher Lawrence Kasdan, bien connu des cinéphiles puisque c'est un scénariste qui s'est illustré notamment sur la saga Star Wars et sur Solo, n'est-ce pas? Lol. Avec son autre rejeton d'ailleurs. Oui. Toute la famille est dans le bise. Et c'est bien dommage. Ils auraient dû faire boulanger. Je suis méchant. Bref, oui, tu es un peu méchant quand même. Et donc j'ai choisi, déjà pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de Jumanji? Parce que pour moi c'est le film aujourd'hui qui a un peu consacré vraiment Dwayne Johnson dans son statut qu'il a aujourd'hui. Parce que c'est arrivé du coup après la renaissance permise par les Fast and Furious, par G.I. Joe, No Pain No Gain, ce genre de film. Et depuis 2015, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est quand même un des films, derrière les Fast and Furious, qui a le plus rapporté au box-office. Parce que, par exemple, il a fait ça entre Baywatch et Rampage, qui ont tous les deux rapporté moins de 200 millions au box-office, alors que Jumanji est allé frôler le milliard au niveau mondial. Ouais, donc Rampage, c'est un four, c'est ce que je disais, quoi. Donc, c'est des films, en l'occurrence Rampage et genre Baywatch, qui ont remboursé leur budget sans trop de sous, mais qui ne sont pas la réussite, effectivement, qu'a représenté Jumanji. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que The Rock a assis son statut, puisque c'est lui qui est le lead d'un casting qui est loin d'être dégueu, composé de Karen Gillan, Kevin Hart et Jack Black, ainsi que Nick Jonas, des frères Jonas. Les Jonas Brothers. Voilà, tout à fait. Et c'est un rôle à la fois d'action et de comédie dans un film familial. Donc effectivement, on retrouve quand même la marque The Rock à fond, avec quand même un gros côté méta qui est permis en fait par l'astuce scénaristique du film, qui est que ce sont des adolescents qui découvrent un jeu Jumanji, qui est devenu un jeu vidéo et qui n'est plus un simple jeu de plateau. Oh là là, mon enfant s'est ruiné, c'est de la merde. Et donc ils sont projetés dans le jeu et ils sont projetés dans les avatars du jeu vidéo, parce que c'est comme ça que fonctionne un jeu vidéo, n'est-ce pas? Et donc le personnage de Spencer, qui était un petit nerd pas très costaud, se retrouve propulsé dans le corps de The Rock, avec ses gros muscles, et c'est un personnage qui a tous les points en charisme, tous les points en force, en intelligence, enfin voilà. Et en regard. C'est le regard hypnotique. En regard lointain. Et donc il y a ce côté un peu méta où The Rock admire ses propres muscles et où tous les autres personnages admirent du coup The Rock et son charisme. Et en même temps, ça reste du coup un petit nerd qui incarne cet avatar. Donc il y a quand même des moments où il est un peu flippé, où il sait pas trop quoi faire, alors que instinctivement, tous les autres persos se tournent vers lui. Ce qui était l'un des trucs cool du film d'ailleurs. Ce qui est un des trucs assez marrants du film. Alors parfois c'est assez bien géré, parfois un petit peu moins, parce qu'on a des blagues à la limite de l'homophobie qui sont un peu lourdes, on va dire. Mais sinon c'est vrai que le film... C'est pas le film le plus fin qui soit là-dessus, c'est sûr. Non, c'est pas le plus progressiste, mais ça restait, on va dire, un divertissement assez efficace, qui renouait pour le coup justement avec ce côté film d'aventure Coucou le roi scorpion, parce qu'il y avait... moi, je suis pas du tout d'accord.
Ah si, bah, c'est un film d'aventure. C'est un film d'aventure version Marvel Studios. Il faut trouver une pierre, il faut la mettre dans une statue pour libérer Jumanji, et il traverse des décors et tu sais, tu t'arrêtes. C'est jamais, un jeu, quoi. Oui, mais tu t'arrêtes jamais sur les décors comme dans Le Roi Scorpion. T'es dans le désert ou dans le palais et il y a des scènes qui servent à rien. Dans Jumanji, il y a aucune scène qui sert à rien. C'est on arrive, un PNJ, on le tue, on avance et en plus, du coup, ça imite la narration jeu vidéo, mais ça va pas jusqu'au bout parce que tu vois des trucs que tu serais pas censé voir dans un jeu vidéo, genre les déplacements du méchant ou ce genre de choses. Et je pense que c'est un film qui est plus intelligent qu'on le dit, mais qui aurait pu être bien plus intelligent encore. Oui, je pense que ça, ils auraient pu creuser vachement plus loin. Après, t'as des blagues un peu rigolotes sur les PNJ qui bug, ce genre de trucs. Ouais. Mais effectivement, on va dire que ça va à peine plus loin que certaines adaptations de jeux vidéo, certains films qui veulent parler de jeux vidéo, mais du coup comme Doom avec Dwayne Johnson. ça aurait pu être beaucoup plus creusé, on va dire, et un peu plus fin. Je pense qu'ils ont voulu jouer la carte à fond du film méga familial, un peu classique quand même. Et du coup, The Rock, il s'en sort bien, hein, forcément. C'est un rôle qui fait appel à son charisme naturel, à sa plastique et son physique pur. Donc là, forcément, ça se passe bien pour lui. Et puis, il y a ce côté comédie quand même qu'il maîtrise depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc voilà, ça fonctionne bien avec le reste du casting. Entre Kevin Hart et Jack Black, qui maîtrisent aussi très bien le côté comédie, forcément, ça roule. Et puis, il y a quand même ce côté un peu... comme on le disait, papa protecteur, puisqu'il va protéger sa petite troupe et la mener jusqu'à la victoire, ce qui fait partie de la marque Dwayne Johnson. Donc voilà, pour Jumanji, ça a tellement bien marché d'ailleurs qu'il y a un deuxième opus qui est en développement, où il va... pour fin d'année, je crois. Cette fin d'année, déjà ? Ouais. Okay. Non, c'est mort. Ah. Bah, c'est ce qui m'a fait gagner un point la dernière fois, souvenez-vous. Non, fin 2019. Non, mais c'est de la triche. Hein. Je pense. Mais c'est le genre de film qui se fait en 4 mois. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à y croire. Je veux d'ailleurs récupérer mon point parce que je sens que ça sortira pas en décembre. On en reparlera en janvier prochain. Bref, voilà, c'est un film d'action de plus à la filmo de Dwayne, et c'est un film d'action qui a très très bien marché. Et je pense que c'est aussi un des premiers films vraiment où sa présence sur Instagram, le fait qu'ils défendent le film, qu'ils le vendent vraiment de A à Z, c'est un des premiers films, je pense, où il a vraiment fait ça, et où ça a eu un impact, parce que voilà, il y avait tous les articles de magazines en ligne qui reprenaient les photos qu'il publiait sur son Instagram. C'est lui-même qui a répondu à certaines polémiques, notamment autour du costume du personnage féminin principal. Donc on sent que voilà, il s'est aussi positionné sur, en tant qu'acteur, c'est moi qui parle de mes films, je maîtrise à fond la com qu'il y a autour, et ça va bien se passer, quoi. Enfin, il est payé pour ça maintenant, il fait rémunérer ses prestations sur Instagram, donc... Ah oui, non mais il a bien raison, hein, parce que... je crois qu'il a la deuxième plus grosse communauté de fans derrière Will Smith. Ça me fait marrer parce que Will Smith, il est rincé depuis des années, mais il est quand même plus fort en fan. Tu parles d'acteurs ? Ouais, d'acteurs. Oui, bien sûr, il y a des gens qui ont des plus grosses communautés, enfin, quoique j'imagine qu'il n'y en a pas énormément, mais peut-être des chanteurs ou des politiciens. Cristiano Ronaldo. Ou les footballeurs, des sportifs, bien sûr. C'était une bonne surprise pour moi, ce Jumanji, parce que comme le suggérait Thibaut tout à l'heure, en tant que fan de l'original, j'avais un peu peur, surtout quand les premières bandes annonces et les premiers concepts sont sortis. Mais au final, je trouve que c'est un bon divertissement, quoi. Et c'est un peu ce qui résume la carrière de The Rock, c'est qu'il fait du divertissement pur. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais là, au moins, c'était efficace, ça marchait bien. Et c'est ce que j'allais dire, c'est efficace, mais j'ai du mal à m'extasier totalement dessus, quoi. Ah non, mais je pense pas que c'est un film sur lequel tu vas t'extasier. Je préfère quand c'est un peu plus fauchasse, tu vois. Quitte à ce que ce soit juste du divertissement, je pense que je préfère mater des trucs qui sont vraiment nuls, genre Skyscraper ou San Andreas, tu vois. Parce que là, Jumanji, tu sens qu'ils ont des moyens, tu sens qu'ils ont l'envie et qu'ils ont des idées, un cast, mais ils en font pas grand chose, tu vois.
Alors que des fois, je l'ai quand même préféré à San Andreas. Non, mais moi aussi, et c'est plus agréable à regarder, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait aussi un peu chier de voir qu'il y a des films comme ça. Et par exemple, ça avait vraiment l'occasion de faire un film sur le jeu vidéo sans être l'adaptation d'un jeu vidéo. Et elle avait vraiment une place à prendre. D'ailleurs, elle est toujours à prendre, du coup. Mais du coup, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir été... Après, peut-être que c'était le potentiel un peu insoupçonné du film et on a dit « Ah, c'est pas si con !» Mais j'aurais vraiment voulu qu'ils aillent un peu plus loin là-dessus. Après, je sais pas, du coup, si le Jumanji va changer de forme dans le 3e opus et ce sera une app. Je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel succès. Hein. Non, ils l'ont dit. Hein. Sony si on le remet dans le contexte... Sony a dit qu'ils s'attendaient pas à un tel succès et c'est pour ça qu'ils ont greenlight le 3e alors qu'ils devaient pas en avoir au départ, en mode on verra si ça marche. Surtout que c'était à une semaine en face de Star Wars The Last Jedi quand même. Donc ils partaient pas non plus sous les meilleurs augures, ils y ont cru, ça a marché. C'était le bon film de Noël. Au final, oui, il avait peut-être plus de potentiel que ce qu'il a exploité, mais moi ce que je retiens du film, c'est... En fait, il est là pour le développement personnel des 4 personnages qui sont projetés dans un autre personnage et qui du coup sont obligés de découvrir une autre façon de vivre, on va dire. Et je trouve que là-dessus, il marche bien, tu vois. Et si t'en attends pas beaucoup plus, et franchement, je pense qu'il faut... Enfin, moi, j'en attendais moins, au final, tu vois. Et c'est vrai. Ça marche bien. Non, mais c'est mon côté un peu râleur, tu vois, genre quand c'est juste bien alors que ça aurait pu l'être vraiment, ça m'embête. Mais ça marche bien, ça marche bien. Voilà, de toute façon, c'est ce que je disais, c'est difficile de disqualifier ce film, c'est difficile de totalement s'emballer. Et pourtant, dans la filmo de The Rock, c'est quand même l'un de ses meilleurs, quoi. Je le trouve hyper charismatique dans ce film, quoi. Après, je préfère Jack Black parce que son rôle de personnage féminin est je trouve assez génial. Et hilarant. Sans tomber totalement dans le cliché, mais je trouve ça assez cool. Ouais, non, pour moi, ce qui sauve le film ou ce qui lui a donné son impact pour moi, c'est la performance de Jack Black et de Kevin Hart. C'est après Dwayne Johnson, il est là, il fait son boulot, il le fait correctement, mais s'il avait été tout seul avec comment s'appelle Karen Gilliam, ça aurait pas fonctionné pour moi. Ah bah non, c'est clair que les deux autres comic relief fonctionnent hyper bien. Ouais. Mais d'ailleurs, ils ont pas fait un autre film ensemble, Kevin Hart et si, ils ont fait un truc qui s'appelle Central Intelligence et en français, c'est pas du tout ça, c'est un autre truc. Ok. Je sais plus c'est quoi le titre français. Ouais, j'ai pas vu celui-là. C'est genre deux espions malgré eux, un truc comme ça. Bah, je crois que je me demande si ça s'appelle pas comme ça d'ailleurs. Espions malgré eux, non Ah non, c'est Agent presque secret en français. Waouh. Voilà. Il y a le malgré eux Cinematic Universe. Mais effectivement, c'est aussi avec Kevin Hart mais ces deux acteurs, je pense qu'ils ont une certaine alchimie. Je sais que quand en fait, j'avais vu Jumanji en avant-première à Paris, et donc il y avait Dwayne Johnson et Kevin Hart qui étaient sur scène pour présenter le film, et ils arrêtaient pas de se faire des vannes, de se lancer. De se lancer des petites piques, de faire des photos pour Instagram et tout, donc on sentait qu'ils s'amusaient bien tous les deux, et d'ailleurs dans le film, dans celui-là, je sais pas si c'est le cas, mais dans Jumanji, on voyait que le cast s'amusait, quoi, et c'est assez plaisant aussi du coup à regarder. Bon, alors en plus des films que l'on vient de citer, quels sont ceux que vous retenez dans la prestation de The Rock? Je vais commencer par... Moana. J'allais le dire. Bah vas-y, Constance. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Moana ou Vaiana en français, parce que voilà, on fait jamais rien comme les autres. Qui est donc le dessin animé Disney. Oui. C'est pas la première fois que The Rock bosse sur des prods Disney, mais là du coup il a c'est son premier rôle, je crois, en tant que doubleur, où il va doubler donc il doublait le Scorpion dans La Momie 2. Oui. Il n'était pas vraiment transformé en scorpion, Constance. Ah bon? Pourtant, c'était très bien fait. Oui, trop beau les effets spéciaux. J'en ai encore des cauchemars. Et donc, on a Dwayne Johnson qui s'essaie à cet exercice du doublage qui n'est pas évident. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal pour le coup. Et il chante aussi. C'est lui qui assure sa propre chanson. Bon, alors ça, c'était peut-être un petit peu plus délicat. Il l'a rechanté une ou deux fois pour la promo sur des plateaux en live, et on sentait que c'était un peu compliqué pour lui. Mais au moins, il fait l'effort, et pour le coup, je pense que là, c'est une vraie petite sortie de sa zone de confort quand il a bossé sur ce film. Et je me dis, pourquoi pas le revoir
sur d'autres projets un petit peu similaires. Ça pourrait être marrant. Manu, je sais de quoi tu vas parler, donc je te lance. Ouais, je triche un peu. Moi, je voulais absolument parler de Ballers, qui est une série télé HBO, qui en est à sa 4e saison, même si on va surtout retenir les 3 premières, parce que la 4e est pas terrible. Donc lancé en 2015, c'est créé par Steven Levinson, qui était producteur, qui a créé notamment, qui a créé une boîte de prod, qui a créé Entourage. Et la série est souvent décrite comme le Entourage du football américain. Alors de quoi ça parle ? Ça parle de Spencer Strasmore, il s'appelle encore Spencer du coup, notre cher Dwayne, qui est un ancien joueur de football américain reconverti en tant que conseiller financier pour les stars du football américain. Et du coup qui exerce à Miami pour à la base une entreprise qui est j'ai perdu le nom, mais peu importe. Et du coup, c'est l'occasion de le voir évoluer dans un tout autre rôle. C'est loin de l'action. C'est très proche du milieu du football américain, mais surtout de ses joueurs, parce qu'on voit pas vraiment de football. Au final, on navigue dans l'entourage des joueurs et dans leur vie. Et je trouvais ça très intéressant, d'autant que c'est avec John David Washington, que vous avez pu découvrir récemment dans Black Klansman, voilà, qui est le fils de Denzel Washington, qui est aussi un ancien joueur de football américain. Alors ça fait intervenir pas mal d'anciens joueurs de football américain. C'est coproduit par Mark Wahlberg, c'est coproduit également par Peter Berg, qui avait réalisé le pilote et qui a joué pendant plusieurs saisons. Je crois qu'il a joué 3 ou 4 saisons du coup dans la série en tant que coach des Miami Dolphins. Peter Berg, c'est lui qui a lancé le Very Bad Cinematic Universe, puisque c'est lui qui a réalisé Very Bad Things en 98 ou 99. Un pionnier. Et là, ça s'appelle vraiment Manu, Very Bad Things. C'est pour ça que t'es le champion, c'est pour ça. Et voilà, c'est franchement une pure série. C'est des saisons de 10 épisodes. C'est très efficace. C'est accompagné en général d'une très bonne BO. Franchement, j'ai découvert la série cette année. J'ai enchaîné les 4 saisons. Alors la 4e saison est un peu plus difficile, notamment parce que le story arc de Dwayne Johnson dedans est plutôt pourri. Par contre, il y a une toute petite partie à côté qui est plutôt intéressante, qui justement se concentre sur le personnage de Ricky Gervais, qui est celui de John David Washington, et qui là a une critique globalement du racisme et de l'Amérique trumpiste. Et franchement, ça vaut vachement le coup. Et vous savez pourquoi il a fait cette série ? Parce que déjà, il l'a produit. Pourquoi il l'a faite ? Il est producteur. Non, mais ouais, il était joueur de foot américain à l'université de Miami. Ouais, et la plupart des acteurs au final dedans sont d'anciens joueurs ou au moins semi-professionnels. Mais il a joué professionnel au Canada aussi. Ouais, pour la CFL. Ah ouais ? Ouais. Et c'est parce qu'il s'est blessé que sa carrière s'est arrêtée et qu'il s'est lancé dans le catch. Mais ouais. Et il y avait déjà sa famille qui faisait du catch, non ? Ouais, c'est ça. Mais il a fait. Son père faisait du catch, mais c'était pas. Il disait à son fils qu'il le conseillait pas trop de faire le catch parce que lui, il a réussi à peine à payer sa maison, c'est ce qu'il lui disait. Et donc. D'ailleurs, le catch en anglais, on dit wrestling. C'est marrant, hein ? C'est encore changé. Donc ouais, non, pour revenir sur Ballers, c'est sans doute l'un des rôles les plus sérieux de Dwayne Johnson et c'est sans doute aussi parmi ses meilleurs rôles. Moi, je suis complètement d'accord. Et c'est là où il montre qu'il est capable aussi de jouer son rôle d'acteur, quoi. Il est quelque bon chose là-dedans. de plus dramatique, quoi. Ouais. Alors il est un peu plus, enfin c'est un peu le plus limité. Enfin on voit qu'il atteint ses limites parfois. Ouais. On voit ses gimmicks aussi, mais c'est franchement là que j'ai vu sa plus grande palette d'émotions et de jeux. Ça vaut vachement le coup. C'est aussi super intéressant parce que, enfin quand on essaye de s'intéresser à ce genre d'univers, puisque dedans il joue un ancien joueur qui s'est craqué financièrement en faisant des mauvais choix et du coup il essaye de faire des bons choix aux joueurs qu'il essaye de coacher. Donc c'est l'envers du décor de la starisation des sportifs. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'au final en France, n'étant pas un pays très passionné de football américain, je connaissais pas du tout la série, quoi. On n'entend pas beaucoup parler. J'ai découvert ça sur MyCanal au hasard de
de mes recherches sur Dwayne Johnson. Il y a quelques mois, je cherchais des films avec lui et je suis tombé là-dessus. Et franchement, ouais, je pense que c'est ce que j'ai vu de mieux avec lui au final. Ouais, je suis assez d'accord. Et je crois que ça doit toucher en tout cas à son histoire personnelle aussi, parce que le personnage qu'il joue a arrêté le football américain à cause d'une blessure. Et il s'est retrouvé dans la panade financière et c'est ce qui l'a poussé à lancer son business et à pousser les joueurs professionnels à faire de meilleurs investissements financiers pour sécuriser leur futur en cas de blessure. D'ailleurs, sa boîte de production s'appelle Seven Bucks Production parce que quand il a quitté la CFL, il lui restait que $7. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Thibaut, t'as une proposition ? Fast Five, mon pote. On avait dit pas de fast. On avait dit pas de fast. Eh ouais, on avait dit pas de fast. On va faire un podcast sur Fast. Ah ouais, fast. c'est vrai, parce qu'on va faire un podcast sur Fast. Mais je dirais juste que je le trouve hyper bien. C'était son entrée en tant qu'antagoniste. Et je trouve que, en termes de caractérisation de perso, je trouve qu'on devient nul. J'ai rematé Top Gun récemment et je me suis dit, putain, c'est génial à quel point tous les persos sont instantanément emblématiques. Ouais. Et on n'y arrive plus à le faire. Mais ils ont quand même... James Wan, c'était James Wan ? Ouais, c'était James Wan. Je crois bien. Ouais. Ou non, je sais plus si c'est James Wan ou Justin Lin. Justin League. J'ai vraiment ce problème. Il me semble Sur le 5 ? Ouais, c'était Justin Lin. T'es sûr ? Ouais, c'est Justin C'est pas Lin. le 4 son dernier ? Non, Justin Lin. Du coup, Justin Lin a quand même réussi à le rendre complètement culte dès la première scène où il arrive au Brésil dans un avion cargo gigantesque et il est tout seul dans l'avion. Et ça, quand j'ai vu ce film la première fois au ciné, j'ai fait ok. C'est pour tous ses muscles. Voilà, c'est ça. C'est genre, je me suis dit ok, les gars ont compris un bail avec ce mec, ça va bien se passer. Après, ils lui font tout un briefing et je sais plus, il termine le briefing en disant genre oh and one more thing. Get the fuck out of my way. Et du coup, j'étais en mode, ouah, il est déter, il est méchant et tout, j'adore. Et au final, il est pas vraiment méchant parce que c'est Dwayne Johnson et qu'il a suivi la grande tradition des enfin, il a même initié cette tradition des Fast and Furious où le méchant devient gentil et rejoint l'équipe. Et voilà. Donc, voilà. Et si vous aimez l'huile pour bébé aussi, je pense que il est très fort dans ce film. Voilà. C'est le dernier bon Fast and Furious, le 5 de toute façon. Ouais, clairement. Peut-être le seul. Peut-être avec le premier. Steven, t'as une proposition ? Ah bah alors moi je vais suivre l'exemple de Manu. Je vais lancer un ovni. Je vais parler de sa performance à Saturday Night Live, notamment il fait Bambi. Non, notamment le sketch où il fait Scorpio. Le super-héros qui a un talent pour faire de la couture parce qu'il a fait son costume lui-même et c'est hyper impressionnant. J'ai jamais vu ce sketch, faut que je le regarde. Ah, je recommande. Trouver le sketch de Scorpio dans Saturday Night Live, c'est hilarant. Ouais, d'ailleurs, petite anecdote aussi, si vous voulez vous marrer sur les interventions à la télévision de Dwayne Johnson, faut regarder, vous tapez Star Trek Voyager Dwayne Johnson sur YouTube et vous vous marrez. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, moi j'allais parler de Vaiana, donc Constance m'a volé mon truc. Oh, désolé. Donc on va tout de suite passer au quiz. Allez, petite virgule. If you smell what the rock is cooking. Allez, vous êtes prêts ? Ah, mais alors pas du tout, mais vas-y. On verra. Est-ce qu'il faut dire notre nom avant ou pas ? Non, là ça va être simple, ça va être juste... C'est un match amical, ok. Ouais, voilà, il y a juste une question. La question c'est... Combien de films sont sur le point d'arriver en salle ou sont en production ou en projet de Dwayne Johnson ? Il en a combien qui arrivent ? 7. Je dirais au moins 3, moi, mais... 12. Ah non, il y en a forcément plus, mais Moi, je dis 10. Ok, alors j'ai entendu 7 pour Constance. Ouais. Je pense que c'est Constance qui a raison. Donc tu m'as dit quoi ? On va dire 5. 5, Manu ? Ouais. Moi, j'ai dit 12. 12. Et toi, Thibaut ? J'ai dit 10. Ok. Donc la réponse est... J'ai 2 gagnants. Incroyable. La réponse est 11. Ah, wow. Sérieux ? Wow. Alors... Putain, je croyais vraiment... Alors, c'est quoi les films loin, Fighting with My Family, qui est un film qu'il produit, où il raconte l'histoire d'une catcheuse anglaise qui a grandi dans une famille de catcheurs qui arrive bientôt en salle. Donc il y a évidemment le Fast and Furious, qui est le prochain, Jumanji, Jungle Cruise en 2020, The King,
où il Ah, va le jouer Zemeckis aussi. de Zemeckis, ouais, où il a joué le roi Kamehameha. Et c'est, je pense, le rôle qui peut peut-être le sortir un petit peu, parce que il veut faire son Braveheart et le scénariste qui a été engagé, c'est le scénariste de Braveheart. Donc après, il y a Red Notice, qui est un film qui doit tourner avec Gal Gadot, où il jouerait un agent d'Interpol chargé de capturer des voleurs d'art. Donc en gros, la Dwayne Johnson Plotation. Donc il y a Doc Savage, qui est toujours d'actualité. S'il vous plaît. J'ai la liste sous les yeux, du coup, à mon avis, t'en enlèves 3 ou 4 qui vont tomber à l'eau là-dedans. Oui. D'un autre côté, Doc Savage, si on veut relancer la carrière de Shane Black, il n'y a que ça pour Oui, ça le le relancer. sauverait. Hein, un film de Dwayne Johnson, ça le sauverait forcément. Parce qu'autrement, il va trimer, il est cramé, quoi. Donc San Andreas Shane. 2. Oh la vache, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Je me demandais si San Andreas 2, ça pourrait être une suite, mais sur une autre planète. ou alors il y a une faille spatiale, tu vois. Donc là, il sauve vraiment le monde en entier, quoi. Donc après, il y a Big Trouble in Little China, le remake, enfin le remake / suite de slash reboot / préquel. Ouais, de Jack Burton, de Carpenter. Il y a Black Adam. Oh, ça arrivera jamais. Alors la productrice disait que c'était toujours dans les cartons. Oui. Et non mais oui, le truc c'est que je suis d'accord qu'ils le disent. Dans un carton bien caché quelque part chez Warner Bros, mais dans un carton. Jusqu'à il y a 2 jours, il devait toujours y avoir Doctor Doom chez la Fox aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Je pense que ça et du coup le prochain que tu vas dire, les deux tu peux les oublier. Hein. Ouais, Alpha Squad 7, qui lui a été acheté, mais où on n'a jamais entendu parler de la moindre news. Et pourtant, Dieu sait que Dwayne Johnson news sur tout. Attends, Alpha Squad 7, c'est pas le film un peu en mode Call of dans l'espace, écrit par un des mecs, un tâcheron genre qui a fait du Alien versus Predator ou un truc comme ça. Parce que je pense que si une personne a fait un truc sur Terre, une news là-dessus, c'est moi à une certaine époque. Ouais, mais je pense que c'est un truc de SF. Hein. Alpha Squad 7. Vas-y, on rigole. Mais il va être dans le nouveau Jumanji, parce que je sais qu'il a été annoncé. Mais Alpha Squad 7, Dwayne Johnson dans l'espace pour... Attention, pour qui ? Pour DreamWorks, par République sur Sci Fantasy, le 11 mai. Ouais, parce que t'as pas l'année. Le 11 mai, quoi. Ah ouais, c'est... Regarde la date des commentaires. Il n'y a pas de commentaires, parce que tout le monde s'en bat les couilles. C'est Sci Fantasy, c'est pour ça. Alors, l'équipe attachée derrière le projet est composée de Jeremiah Friedman et Nick Palmer, des scénaristes pas forcément connus. Et Beau Flynn, producteur de San Andreas. Ah ouais, d'accord. Le pitch est pour le moment bien mystérieux, mais on nous promet une comédie d'action dans l'espace inspirée par Independence Day, Armageddon et Guardians of the Galaxy. What the actual fuck? Et Thibaut avait quand même marqué un projet solide. Un projet solide. 100% solide, hein, je trouve. Hein. Journalisme et total. Du coup, David, film avec Dwayne Johnson, on a dit c'est solide, on sait pourquoi on y va, quoi. Voilà. David. Ouais. Je suis sur IMDb et celui-là il apparaît pas. Par contre, il y en a un autre qui apparaît. Et du coup, ça ferait peut-être 12. Mais c'est celui-là que je voulais dire qui arrivera jamais. C'est Suicide Squad 2 en tant que Black Adam. Ouais, et à mon avis, celui-là. Putain, je savais même pas que ça existait ce truc. Hein. Non, mais là, c'est pas possible. J'avais oublié l'existence du premier, moi. C'est normal, tu peux. Enfin, moi, je l'ai pas oublié, malheureusement, mais. Du coup, en comptant celui que t'as cité, ça ferait 12 parce que j'en compte 11 sans celui que Non, mais les trucs trop oiseux, non, c'est bon. De toute façon, t'as perdu, Manu. Mais moi, j'ai perdu, j'ai dit 5 de toute façon. Je m'en fous. Je sais pas qui c'est qui a dit 12. Hein. C'est moi qui ai dit 12. Steven. Ouais, non, mais. En plus, ça fait les points Steven. Non, mais on sait, on peut pas faire gagner non, Steven. Après sa performance la dernière fois, il a pris des bonnes résolutions, j'espère. Bon, allez, next question là. Bah, c'est bon, il y en a plus d'autres. On passe à autre chose. Oh putain, c'est nul, il est nul le quiz. Hein. Parce que tu gagnes Comment pas. il rage. Le mauvais perdant. Il est où le bouton là pour faire bouh? Bon, allez, on va finir sur quelques questions à propos de Dwayne Johnson. Donc, dans quel rôle on voudrait le voir?
Allez, Thibaut. Dans le rôle d'un méchant. Mais genre un méchant vraiment méchant, tu vois. Genre un mec qui coupe des têtes et qui est vraiment dégueulasse et détestable, quoi. Ouais, mais qui aime sa famille quand même. Mais il peut avoir bien aimé sûr. sa famille. Genre, par exemple, sa famille est morte, il devient méchant. Voilà. Ça, c'est John Wick, j'attends. John Wick, il est pas méchant, il est gentil. Oh putain, John Wick, t'imagines, ils vont rebooter John Wick, ils vont faire un 4 et il sera contre Dwayne Johnson et on sait pas comment ça finit. Parce qu'ils sont forts tous les deux. Il y a peut-être quelque chose. Je sais pas. Sinon, un rôle historique et je trouve que Kamehameha, c'est stylé. Hein. Non, mais je pense que oui, je pense que c'est vraiment le film qui peut essayer de soulever un petit peu sa carrière, donc ouais. Soulever Dwayne Johnson, c'est difficile, cela dit. Hein. Ouais. Moi, je le verrais bien en T-1000X dans Terminator 7. Ah non, mais arrêtez-vous, monsieur. Ah, il y a un truc. Faut arrêter de rebooter les films de carrément. Arnold avec Dwayne, quoi. Ouais. Ouais, mais d'un autre côté, quand ça reboot avec Dwayne, ça marche. Exactement. Bon, enfin, les Terminator, ils sont pas cassés la Bien gueule. vu dans la jungle 2 tout à l'heure et compagnie. Qu'est-ce que tu dis sur Terminator? Ça s'est pas cassé la gueule? Ouais. Bon, Genesis. Ouais, en ok. même temps, il y a mais la c'est Chine, vrai quoi. que dans mon esprit, il y en a que 3. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Exactement, Terminator 1, Terminator 2 et Terminator Renaissance. Non, Terminator 1, Terminator 2 et Terminator The Sarah Connor Chronicle. Oh, hot take. Putain, dans quoi quand on le verrait d'autre non, mais ouais, quelque chose de différent, quoi. Dans un film Warhammer verrai. 40 000 parce qu'il a le gabarit d'un Space Marine, donc t'économises des CGI. Oh, je veux voir un film Warhammer 40 000. Ouais, je suis chaud. Sinon, ça a été mentionné tout à l'heure, mais en King Conan, ça serait pas mal. Ouais, on connaît, ouais. Avec des King Conan. avec des cheveux longs dégueulasses. Je suis pas sûre pour les cheveux longs, mais. Mais soit. si. Je sais pas s'il fait Conan quand même. Il fait trop polynésien pour faire Conan, non? Oui, mais du coup, ça serait un. Conan, un je reboot, le vois nordique, moi. Ça serait un Bah, c'est un reboot nordique, assez ouais. intéressant, tu vois. Peut-être qu'il déplace. De toute façon, c'est des royaumes un peu fantastiques et tout. Enfin, je veux dire, Ouais, ça peut ouais. se passer un peu n'importe où, quoi. Totalement. Et Jason Donc, Momoa, il est vachement nordique, au fait. C'est clair. Ouais, il vient de la même. Ils sont d'ailleurs tous les deux polynésiens, non? Oui, si je ne m'abuse. Ouais, c'est possible, ouais. Bah, disons que... Bah, il peut faire Aquaman dans le reboot. Dans le soft Ouais, reboot. c'est super perturbant ta question, parce qu'on l'a tellement vu dans les mêmes rôles que c'est dur de le visualiser dans autre chose. En vrai. Ouais. Après, moi, je le vois bien dans de l'action, mais un peu gritty, tu vois. Genre dans un rôle de flic un peu ripou, qui a une vie de merde. Mais qui aime bien sa famille. Mais qui aime bien sa famille, mais sa famille lui parle plus. John McClane, quoi. Mais il porte Non, que mais des non, mais débardeurs un truc quand même, parce qu'il faut vraiment, montrer ses bras. Tu vois, une ambiance un peu à la Michael Mann, tu vois, un peu dark. Mais Un petit Bruce Willis dans 16 Blocks, quoi. Alors, j'ai pas vu, donc je pourrais pas te dire. T'as pas vu Matt, ça, tu vois. Mais voilà, il un est- truc un peu dépressif. J'ai une question, moi. Est-ce qu'il est trop musclé pour des films sérieux? Mais est-ce Bah, qu'il est trop musclé justement, pour ça Ballers? serait- Non. Ça serait sa transformation et il perdrait, Alors, tu vois, il perdrait du muscle. Ah, bah voilà, un long métrage Ballers. J'ai d'ailleurs pas parlé de ses costumes dans Ballers, mais rien que pour ça mérite de regarder la série. C'est clair. tout fait sur mesure, là, avec ses gros bras qui dépassent de partout. C'est n'importe quoi. Ça plaît beaucoup à Steven. mec pue la classe. Il est très très beau. Il est très très beau, Dwayne Le mec est Johnson. beau. Le mec est beau. Oh, ou alors en caméo dans Glow, la série sur mais Netflix oui. sur le catch. Ah, mais oui, mais ça, c'est le truc que j'avais pensé. Ah, mais non, parce que justement, à l'époque. C'est anachronique, du coup. À l'époque, les catcheurs, ils ressemblaient pas à Dwayne Johnson maintenant. Ouais, mais tu sais, il faudrait. Oui, Quand mais tu regardes, bon, tu l'habilles, tu regarde le les- déguises. Regarde les vieilles vidéos avec Hulk Hogan et André le Giant. Enfin, ça ressemble pas à des bodybuilders, les gars, quoi. Au final, elle parle juste d'un caméo, donc ça peut être n'importe quel rôle. Mais oui, Ouais, tu vois, c'est un vrai, truc ouais. un peu rigolo, je sais pas, genre il fait le catcheur débile ou un truc comme ça, tu vois. Ah, j'aime beaucoup Glow, ouais, c'est très très bon ce film. Série. Cette C'est série télé. ouais. sur Oui, Netflix. c'est une excellente série au passage, n'hésitez pas Ouais. à la regarder. Dispo sur Pas maté la Netflix. 2 encore. Ah non, elle est Elle est excellente. très la deux. bien. La Ouais. saison 2 est très bien aussi. Bon, allez, à quel acteur on pourrait comparer sa carrière? Tom Cruise, mais en beauf. Non, moi je pense que Thibaut le disait un peu tout à l'heure d'ailleurs, à Schwarzenegger pour moi.
Ouais, c'est un peu le fils spirituel de Schwarzenegger. D'ailleurs, ils sont très potes, a priori. Et d'ailleurs, il va se lancer dans la politique. Hein. Ouais, il a annoncé sa volonté de se présenter au présidentiel. Alors, pas tout de suite, donc pas en 2020, mais peut-être celle d'après. D'ailleurs, dans le film The Other Guys ou Very Bad Cops, son personnage qu'il joue raconte que ce qui le lance dans le fitness, c'est c'est Arnold Schwarzenegger. Mm-hmm. Exact. Ouais. Et quand il sera en politique et qu'il dira que sa plus grande valeur c'est la famille, on pourra qui croire. Ah bah, c'est clair. Le nombre de fois il a sauvé ses gosses d'un immeuble en feu, d'un tremblement de terre, d'un requin géant. Non mais t'imagines si le mec il devient président des États-Unis et qu'il a toujours ce gabarit par contre, c'est extraordinaire. Genre mais il y a eu une discussion, hein. Ça a été sérieusement abordé la possibilité que Dwayne The Rock Johnson se présente aux prochaines élections. Oui. Mais je pense qu'il en a envie. C'est sérieux, nous étonne. Il a fait des interviews où il dit que c'est sérieux. Hein. Au préalable, c'était plus ou moins. C'est toujours d'actualité. Moi, je croyais que ça avait été débanqué. Quand il sera opposé à Kanye West à la primaire, on va voir que. Ouais, moi, je pourrais comparer sa carrière à Robin Williams, mais sans le cercle des poètes disparus. Je trouve que il a ce côté comique et cette présence qui marche bien, et je pense que c'est un acteur qui réunit les 7 à 77 ans. C'est beau ce que tu dis. Il réunit beaucoup de monde, ouais. Ça c'est clair. Ouais, on va arrêter là. Je vais faire une petite page actu. Qu'est-ce qui se passe dans l'Outrider ? Eh ben, on prépare le prochain épisode qui sera enregistré dans un peu moins d'une semaine. Alors, on enregistre ce podcast, donc qui arrivera sans doute en même temps que le podcast ou une semaine après, quelque chose comme ça. Donc d'ici fin janvier. Voilà. À peu près. Plus vingtaine de janvier, plus tôt. Et on fera un épisode de news parce que le 31, on aura le titre de Star Wars. Normalement, je pense qu'on aura le titre de Star Wars 9 d'ici février. Je pense, je prédis. Vous l'avez entendu ici en premier. Bon, c'est pas une prédiction super délicate non plus. Hein. Je pense qu'en plus en ce moment l'actu Star Wars s'étant vraiment calmé. Je pense que on les attend juste de larguer la bombe au bon moment. Donc larguer la bombe au bon moment, c'est dur à dire, mais c'est marrant. Et voilà. Et il y a plein d'épisodes, il y a des en préparation puisque il y a un certain nombre de choses. Qui touchent de près ou de loin Star Wars, qui fêteront leurs 20 bougies cette année. Donc voilà ce qui se passe à peu près. Et on cherche toujours des gens pour faire de la musique. Si vous êtes un zikos et que vous nous écoutez et que vous voulez faire le générique du podcast. Voilà. Ok. Je vois Steven qui hoche la tête et qui fait « Yeah !» Je vais composer. Non, c'est une bonne idée. Mais je connais pas de... Enfin, si, je connais des musiciens, en fait. Je pourrais demander. Allez, merci Steven. Pas de rien. Musicien new-yorkais, ça le ferait, non ? Grave. Non, mais c'est pas Craigslist ici, hein. Faut rater. Hein. Je vais tout de suite couper ce podcast. Donc, personne n'a une autre actu, Steven, à part. Non. À part rencarder les gens sur Craigslist. Non, je vais faire les courses tout à l'heure, mais c'est à peu près toutes mes news. Parce que moi, c'est dimanche, mais matin. Ah ouais. Là il est midi. Non mais on va enregistrer j'espère prochain épisode de Ichi dans pas longtemps. Ouais. Et puis par ça ma vie est en suspens entre chaque épisode de podcast. Il y a un logo aussi qui doit arriver. Ah ouais, nouveau logo actionneur. J'y travaille. Ouh. Comment il te met la pression. Sa question, c'était juste pour savoir si tu bossais là-dessus. Ouais, c'est clair. Au fait, le logo, wink wink. Ouais. Et Constance, t'as une actu ? Après ma petite pause hivernale, je me relance dans le cosplay. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur Instagram pour des petits tests de mon costume d'hiver. Alors, je sais que Noël, c'est fini, mais bon, c'est encore l'hiver, donc on peut encore faire des costumes un peu sur le thème. Voilà. Non. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous pouvez. Sinon, je serai dans le prochain numéro d'Outrider. Voilà. Ça va parler de cul et de bite. Et merci la finesse. Voilà, maintenant vous avez envie d'y aller. C'est vendeur n'est-ce pas en tout cas. Bah écoute, je mets Dwayne Johnson. Je pense que je vais finir par racheter ce podcast.
Bah. Petit OPA. Vas-y, n'hésite pas à me payer. Non, mais on parlera des fanfictions et dedans il y a du sexe, donc c'est pour ça. Et je voulais le vendre de manière un peu blockbusterienne. Donc cul et bite au programme du prochain Outrider sur la planète sexe. On comprend pourquoi t'aimes Michael Bay. Hein. Ouais, j'adore ça. Victoria's Secret, c'est ma marque préférée derrière Coca-Cola. Voilà. Et Manu, t'as une actu ou Non, pas pour l'instant. Non. Prochainement, il est possible qu'il y ait un nouveau podcast sous une forme déjà entendue auparavant ailleurs sur un certain réseau, avec un ancien chauve d'un certain réseau. Mais on en reparlera quand ça sortira. Ok. Et quand on aura la déterre de le faire, quoi. Ouais. Et sinon, j'hésite à me lancer dans un podcast perso, mais c'est pareil, il faut que je trouve le temps, c'est toujours ça le problème, quoi. Donc je vous en reparlerai le moment. Sur quel sujet ? Ça me manque de parler de comics, entre autres. Et de séries télé aussi. Donc voilà. La sélection du Manu. Cool. On verra. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous aimez Actionnaire, à en parler autour de vous, à mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Donc on se retrouve très bientôt pour parler de coups de pied. Allez, à plus. Salut. Au revoir tout le monde. Ciao. Oui, à coup de pied. Désolé. Bonsoir. Toretto, I'll see you soon.